là, il y a une coopération sans précédent qu'on ne peut comparer que la coopération entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, entre Roosevelt et Churchill. Il y a là véritablement une coordination qui est arrivée à un niveau sans précédent entre Israël et les États-Unis, au niveau militaire, au niveau diplomatique et au niveau des renseignements. Nous sommes en ligne avec le professeur Emmanuel Navon. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, bien entendu, on est tous les yeux rivés sur ce qui se passe à Téhéran, parfois, bien entendu, pour beaucoup d'Israéliens, dans les chambres blindées ou dans les abris publics. Je voudrais avoir votre appréciation d'abord. Est-ce qu'on est capable de donner déjà maintenant une durée à cette guerre ou, à votre avis, et est-ce que Donald Trump risque peut-être de freiner, on va dire, l'ardeur israélienne d'aller jusqu'au bout de la destitution du régime iranien? Non, non, non. Trump lui-même partage cette ardeur. C'est lui qui a initié également cette frappe de grande envergure contre le régime iranien. Et je crois que le tweet qu'il vient de faire, en tout cas sur son réseau social Truth Social, est très clair lorsqu'il a prévenu ce qui reste du leadership iranien que s'ils ils font cette représaille de grande ampleur dont ils menacent, eh bien, ce sera la destruction totale de l'Iran. Donc, je crois que son dernier message, qui a été publié il y a quelques minutes ou quelques heures, est très clair à ce stade. Il veut véritablement éliminer le régime de la République islamique, ce qui a déjà été fait en grande partie, évidemment, avec l'élimination de Khamenei, mais également neutraliser à jamais le programme nucléaire, le programme des missiles. Il est très déterminé là-dessus. Alors, une question, bien entendu, à vous qui êtes un expert en diplomatie. Est-ce que, historiquement, il y a un exemple, une référence à cette coopération totale entre deux pays dans un conflit entre les États-Unis et Israël? Certains parlent de la dernière fois, c'était lors de l'opération Sinaï en 1956. Vous avez d'autres références historiques? À 56, c'était pas avec les États-Unis, puisque Non, les c'était États-unis s'étaient très avec les fortement Français, opposés à Israël, avec les à Français la et France et à les l'Angleterre. Britanniques. Non, à l'époque, en 56, c'était une alliance de circonstances. Les Anglais eux-mêmes ne voulaient vraiment pas s'associer à Israël, mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Et même avec la France de la 4e République, c'était une alliance de circonstances contre Nasser. Mais là, il y a une coopération sans précédent qu'on ne peut comparer que la coopération entre les États-Unis et la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, entre Roosevelt et Churchill. Il y a là véritablement une coordination qui est arrivée à un niveau sans précédent entre Israël et les États-Unis au niveau militaire, au niveau diplomatique et au niveau des renseignements. Alors, une question aussi qui nous interpelle. Pourquoi les Iraniens ont riposté dès les premières heures du conflit en direction des pays du Golfe Persique, même en ciblant des camps militaires, des bases militaires américaines, mais en tirant en direction de pays comme le Koweït ou comme les Émirats arabes unis? Ah, il faut bien comprendre que pour le régime de la République islamique, ces pays constituent entre guillemets des traîtres, puisqu'ils sont alliés des États-Unis et ils ne comptent pas participer à la vision islamique chiite menée par l'Iran depuis 1979. Donc ces pays ont toujours constitué une cible légitime pour le régime de la République islamique, au même titre qu'Israël, un peu moins qu'Israël, puisque Israël est véritablement le Satan pour l'Iran, mais en tout cas pour la République islamique. Mais encore une fois, ces monarchies du Golfe constituent pour le leadership de la République islamique de véritables traîtres de l'islam et donc des cibles légitimes. Emmanuel, vous avez été surpris par la réaction très tiède, pour ne pas dire glaciale, d'Emmanuel Macron? Attention de ne pas me Oui. confondre, Daniel. Non, je crois que la réaction d'Emmanuel Macron n'est pas surprenante, puisque Macron, finalement, après à peu près 9 ans au pouvoir, continue de se comporter comme le dirigeant d'une ONG. C'est-à-dire que Macron se comporte comme le directeur d'une ONG, pas comme le président d'une puissance de taille moyenne. Et puis, il n'a jamais décidé véritablement si la France appartient au monde libre et au camp occidental ou bien si elle veut continuer sa politique tiers-mondiste. Et donc, sous Macron, la France n'a aucune crédibilité, n'a aucun poids, n'a aucune place aujourd'hui dans ce nouvel ordre mondial des démocraties qui est en train de se former. Vous remarquerez d'ailleurs, Daniel, que le Japon, en revanche,
a exprimé son soutien très clair pour les États-Unis, le Japon, qui aujourd'hui est une puissance montante et qui se joint justement à cette architecture, je dirais, des pays libres qui comprennent que l'ONU est complètement dépassée, a été pris en otage par les pires dictatures du monde et que les pays libres aujourd'hui doivent être solidaires et agir ensemble et que Macron a mis la France complètement hors jeu de cette nouvelle architecture. Ce qui serait intéressant, c'est de voir au sein de l'Europe quels pays vont émerger comme les véritables alliés du monde libre. Et on voit déjà que ce sera évidemment l'Allemagne, mais également l'Italie de Meloni, peut-être d'autres pays. Mais tant que Macron sera président de la France sera complètement hors jeu sur la scène internationale et continuera de se comporter comme une ONG et pas comme une puissance de taille moyenne. Eh bien, professeur Emmanuel Navone, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Passez une journée sereine dans la mesure du possible, bien entendu. À bientôt, Emmanuel. Merci. Merci, bonne journée.